droit du travail a sa littérature. Je ne veux pas dire par là qu'il y ait littérature, non. Mais il donne lieu à une littérature. Effectivement, il y a une littérature du droit du travail, sans doute. Le droit du travail comme littérature. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? La littérature n'offre-t-elle pas subrepticement un miroir du droit du travail ? C'est ça la question. Le droit du travail ne se reflète-t-il pas dans la littérature ? Vous allez songer à Émile Zola et à la vaste fresque des Rougon-Macquart. C'est effectivement lui qui, le premier, posa de façon aiguë le problème ouvrier dans ses romans, publié à l'Assommoir au moment où le délit de coalition était supprimé. Et Zola était conscient de ce que ses romans pouvaient influencer le droit. Libre au législateur et au moraliste de prendre mon œuvre, d'en tirer les conséquences et de songer à penser les plaies que je montrerai. Voilà ce qu'il glissait au détour de l'une de ses notes manuscrites. Reste qu'à son époque, le droit du travail n'en était au mieux qu'à sa préhistoire. Il n'était pas encore né en tant que branche du droit, en tant que discipline. La rencontre n'eut pas vraiment lieu. La littérature du travail, les romans sur le travail, ne se limitent pas à Émile Zola. Il y a des mots qui viennent à nous, comme l'écume. Des pièces de théâtre contemporaines, des romans d'aujourd'hui, des œuvres de jeunes auteurs, avec leur représentation du travail, du monde du travail. Et s'il y avait là une représentation du droit du travail ? Qui rencontre-t-on dans cette littérature du travail ? En premier lieu, des personnages, bien sûr, souvent des personnages en quête de sens et qui sont tous souvent des acteurs du droit du travail. Nous contenterons d'en nous rouler les contours de quelques-uns. Il y a d'abord Louis. Louis, il est ouvrier mouleur des fonderies et aciéries du Midi dans le roman de Didier Castinot, Après le silence. À travers ce roman, c'est une voix que l'on entend, celle de ce père mort d'un accident du travail, le 16 juillet 1974. Une voix qui arrive à nous par le truchement de celle de son fils. Je m'appelle Louis-Georges Edmond Castella, je travaille à l'usine toute la semaine, c'est dur, mais ça me plaît. Je suis quelqu'un qui, avant tout, travaille, a toujours travaillé. C'est ma vie, la reconnaissance, la sécurité. Tout le monde dit que mon travail, c'est l'usine. Il est où, Louis ? Il est à l'usine. Attends 2 minutes, il va revenir de l'usine. Louis raconte qu'il a rapidement compris que l'on pouvait devenir de trop dans une usine. Très vite s'insinue une méfiance réciproque entre le patron et nous, entre tous les patrons et l'ouvrier. D'outre-tombe, il raconte la chaleur du métal en fusion, les corps épuisés par les cadences, mais aussi l'amour du métier, l'attachement à son travail, à son entreprise. J'aime travailler à l'usine, produire, j'aime être ouvrier. Nous sommes là pour ça, on n'a pas toujours choisi, c'est vrai, mais on veut travailler, la question ne se pose pas, j'ai jamais envisagé de ne pas travailler, moi. L'usine nous est familière, un lien fort nous unit à elle. Comment l'expliquer ? Je sais pas, c'est fort, c'est tout. On y est attaché, oui, mais on va quand même pas mourir dedans. Alors justement, si, Louis va mourir dans cette usine, sur son lieu de travail, nous y reviendrons. À ce père, le fils rend hommage, mais il entend aussi manifestement se libérer de cette figure. Chez ce fils, il y a d'ailleurs beaucoup de cynisme qui s'exprime par des mots très durs à l'égard du père. Que tient-il donc en mépris ? Son père lui-même, l'idée que ce père se faisait du travail, l'idée même du travail, c'est ce qu'il laisse entendre. J'ai une autre philosophie de la vie, moi. Je pense que le travail ne fait pas l'homme, et si je peux me soustraire à cette servitude, oui, je parle comme ça, moi, je le fais. Ce sont là 2 représentations de salariés qui s'opposent. Claire est brillante. Jeune diplômée d'une grande école, poste prestigieux chez Nutribel, leader de l'agroalimentaire. Toujours première, toujours la meilleure. Chaque dimension de sa vie est sous contrôle, même son couple. Antonin, lui, est dans le trading de métaux. Ils ont à peine 25 ans et le monde leur appartient.
Le roman s'ouvre sur un cocktail au centre Pompidou. Le musée a été privatisé pour récompenser les salariés de leur jeunesse sacrifiée à l'essor de l'entreprise. Une jeunesse sacrifiée, oui, mais l'effort offre des gratifications. Claire veut une vie luxueuse, affranchie des contraintes matérielles. Elle observe le monde à travers ses yeux de cadre dans le marketing. Les êtres humains sont catégorisés en fonction de leur réussite professionnelle, de leur situation sociale, de ce qu'ils sont susceptibles de consommer. Le livre dépeint une vision du travail. La vision que s'en fait une jeunesse qui veut tout. Claire veut un métier passionnant, avec des défis à relever chaque jour, pas comme celui de ses parents qui, tous les soirs, cochent sur le calendrier de la poste la case les rapprochant de la retraite tant attendue. Claire veut un travail qui a un sens. Être au cœur de la vie économique, celle qui crée la richesse et les emplois, et satisfait les besoins, à moins qu'elle ne les invente. Travailler dans l'entreprise, c'est un style de vie. Nutribel, c'est le monde de Claire. Elle s'y sent invulnérable, protégée du lot commun des salariés, immunisée contre l'absence de choix et la lente gangrène de la routine, épargnée par le rouleau compresseur de la recherche d'emploi. Travailler dans l'entreprise, c'est aussi une aventure collective. Claire Vermont de Nutribel. Elle se sent faire partie d'une équipe construisant ensemble une destinée commune. Claire est brillante, mais elle brille trop. Sa supérieure, Corinne, craint de se retrouver dans son ombre. Claire passe du statut de protégée à celui de rival à éliminer. Elle reste aveugle un temps, formatée pour faire partie des gagnants, mais elle doit se résoudre à voir la réalité en face. Elle est placardisée. Mais demander de l'aide consisterait à reconnaître qu'il y a un problème. Elle a peur de basculer du côté des perdants. Avoir un problème au travail, c'est n'être plus rien, ne plus avoir de raison sociale. Quand on lui demande si ça va, Claire continue de répondre « Mon job est formidable ». Puis Claire lâche prise. Elle se laisse glisser, elle sombre. Elle ne fait plus partie de ce collectif qui ne supporte que la réussite. Le quotidien devient menaçant. Elle a peur d'être privée de but, d'existence sociale. Claire ne brille plus. Alors elle s'interroge sur elle-même. Le jeu des apparences est tellement profond qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut, qui elle est, qui sont ceux qu'elle entoure. Elle remet en question ses valeurs, sa vision du travail vacille. Claire se prend à envier les travailleurs manuels qui, à la fin de leur journée, peuvent toucher, tenir dans leurs mains le fruit de leur travail. En même temps que son travail, c'est sa dignité que Claire a le sentiment de perdre. Lorsque le travail est au fondement de notre identité, de toute notre identité, que reste-t-il quand il n'y a plus de travail ? Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, c'est un roman sur les perdants, les laissés pour compte de la France post-industrielle. Un roman polyphonique sur un monde en décomposition, perte de repères et de sens. Un monde à l'agonie, en l'occurrence la classe ouvrière. Le ton sonne juste, le propos réaliste et violent. Le contexte, c'est celui d'une fermeture d'usine pas très loin d'ici, dans les Vosges, Épinal, avec sa vague de licenciements, de départs volontaires, accompagnés de quelques départs en retraite anticipée de la fin des missions des travailleurs temporaires. On y rencontre Rita, une inspectrice du travail, un peu désabusée, un peu abîmée. Elle se bat contre ses propres démons. Dans ce roman profondément pessimiste, où les personnages sont à la dérive et errent dans un monde où le sentiment de fatalité nourrit la brutalité, l'animalité, la déchéance, elle semble être la seule à garder une once d'espoir et à ne pas se résigner face à l'injustice. Cette lueur, est-ce le droit du travail, sa défense qui la lui procure ? Peut-être, au fond. Rita n'a plus tellement d'illusions, mais elle refuse de baisser les bras, et c'est sa raison de vivre. Ainsi s'achève d'ailleurs le roman par cette nouvelle diffusée sur les ondes. Un accident dans une papeterie, un mec est presque mort, tout le monde est désolé. Rita monte le son, elle n'est pas triste, elle persévère. Quid des DRH ? Comment la littérature, des romans et le théâtre les présentent-ils ? Leur portrait se révèle en réalité tout en nuances, car la représentation qui est donnée du pouvoir au sein de l'entreprise et du groupe est celle d'un pouvoir devenu abstrait, presque inaccessible, un pouvoir qui s'impose aux DRH comme aux autres salariés. Dans la pièce aux allures de conte social qu'il nous a livrée il y a 2 ans, sous le titre « Elisabeth ou l'équité », Eric Reinhardt dresse le portrait d'un beau personnage occupant les fonctions de directrice des ressources humaines au sein d'une société ATM détenue par un fonds de pension américain. Le directeur général la présente comme une excellente DRH. Elle est loyale, elle est courageuse, elle ne se démonte pas, les représentants du personnel lui font confiance. Le but d'une société, déclare-t-elle lors d'une réunion du comité central d'entreprise, c'est d'avoir des projets.
de faire du développement, de recruter du personnel, pas de fermer des usines. C'est à une fermeture de site, justement, celui de Pessac, qu'Elisabeth est confrontée. À la nécessité de mettre en œuvre un licenciement collectif avec 192 départs, un plan de sauvegarde de l'emploi. Face au cynisme du président du fonds de pension américain, pour qui il est temps d'épurer cette usine, elle affiche son intention d'engager un dialogue avec les représentants du personnel. On ne doit pas jouer au plus malin avec les syndicats, dit-elle. Je connais bien certains représentants du personnel. Et ils savent que je suis loyale, et je sais qu'ils le sont, pour la plupart d'entre eux. Si vous me faites confiance, tout se passera bien. Je fermerai cette unité de production pour un coût acceptable, sans conflit social ni tapage médiatique. Éviter les conflits, être équitable, voilà ce qu'elle veut. Seulement, Elisabeth va engager la discussion sur des bases qui ne sont pas celles qu'elle espérait, pour négocier dans des conditions convenables. Au lieu et place du plan haut qu'elle jugeait approprié, le président du fonds de pension lui a en effet imposé de substituer un plan bas, car le principe doit toujours être de débourser le moins possible. La situation va, sans surprise pour elle, rapidement s'enliser. Le PSE est rejeté, les négociations sont bloquées. C'est alors qu'Elisabeth croit avoir obtenu des moyens supplémentaires, ce dont elle fait part à Dubreuil, le syndicaliste de la CGT, l'autre personnage central de cette pièce. Espoir de courte durée. Alors qu'elle croyait avoir obtenu l'assurance que l'usine de Pessac ne serait pas à vendre, elle découvre que le site va être visité par des industriels chinois et qu'une cession est envisagée. Alors elle le révélera à Dubreuil. La restructuration tourne au drame. 2 salariés se donnent la mort sur leur lieu de travail. Elisabeth est montrée du doigt. Elle est accusée dans un tract de la CGT sur lequel on peut lire à son sujet « Vous allez avoir sur la conscience jusqu'à la fin de votre vie la mort de ces 2 hommes. » Les journalistes s'en mêlent, c'est un véritable lynchage. D'abord évincée, tenue à l'écart de ce dossier, Elisabeth sera en définitive sollicitée pour reprendre la main de la négociation de façon équitable. Mais ce que l'on retient avant tout, c'est qu'un homme s'était, pendant le temps de mise au banc, manifesté auprès d'elle, s'excusant, reconnaissant avoir commis une erreur et s'être fait dépasser par les événements. Dubreuil. Au-delà du destin d'Elisabeth, cette pièce est aussi, et peut-être surtout, l'histoire d'une relation teintée d'estime et de respect réciproque, au-delà des postures, entre un DRH et un syndicaliste. Vision onirique du DRH, peut-être. Mais il y a derrière ce propos une thèse forte, celle de l'équité, condition sine qua non de la coopération. C'est une rencontre plus inquiétante que nous propose Marin Ledin dans Les visages écrasés, qui est un thriller, mais où se trouve dépeinte la mécanique du rendement et du profit, mécanique accusée ici de broyer les hommes et les femmes. La narratrice est une femme, médecin du travail, qui se sent devenue le réceptacle des douleurs engendrées par les violences symboliques et réelles que subissent et parfois infligent des salariés humiliés au sein d'une plateforme d'appel d'un groupe de télécommunications. Incapable d'endiguer ce flot qui se déverse chaque jour dans son cabinet, elle choisit, un soir, de passer à l'acte. Face à un salarié qu'elle a déjà sauvé d'une tentative de suicide, elle décide de le tuer. Un salarié est un malade comme les autres. Vincent Fournier, tel est le nom de ce salarié, a le droit de partir avec dignité. Je ne les laisserai pas lui infliger toutes ces souffrances. Ils ne le tueront pas cette fois-ci, ni lui, ni tous les autres, d'ailleurs. En le tuant avant qu'il ne le fasse, je le réhabilite en tant qu'homme. De toute façon, dans le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui, qui peut, s'interroge-t-elle, faire la différence entre les morts volontaires et ceux qu'on mène à l'abattoir? Et de répondre, pas moi. Voilà qui, sans doute, nous rappelle que la souffrance au travail peut rendre fou. Dans cette littérature du travail, on rencontre des personnages, mais on rencontre aussi des situations. C'est en contexte que ces personnages sont situés, notamment à travers les rapports qu'ils entretiennent. Alors, quelles situations? Là aussi, nous n'en évoquerons que quelques-unes. L'entreprise modèle les comportements. Les cadres ne mangent pas avant 13 heures, ils ont des tâches trop importantes pour être interrompus par la satisfaction des besoins du corps.
Un cadre ne part pas avant 19h par peur de se voir reprocher de prendre son après-midi, mais il est mal vu de rester au bureau après 20h, il faut développer une vie personnelle riche et stimulante. Aussi, une arrivée tardive au bureau vers 9h ou 10h est tolérée, c'est le signe qu'on a potassé ses dossiers tard la veille ou qu'on a une vie. L'entreprise modèle les paroles. Débriefer, performer, impacter, gérer sa vie, se mettre sur le marché. Mais employer dans la vie de tous les jours le vocabulaire du marketing, c'est se réduire à n'être qu'un cadre de Nutribel dans tous les moments de sa vie. Il faut mettre de côté son individualité dans ces nuances qui ne collent pas à la représentation du cadre idéal. Pendant un entretien d'embauche, Claire doit justifier d'avoir inscrit littérature comme loisir sur son CV. Dans l'entreprise, s'adonner à une activité aussi inutile que la lecture vous classe dans la catégorie des intellectuels non assimilables à la chaîne de production. Il faut se conformer. Les gens finissent par se ressembler à force de vouloir les mêmes choses, de vivre dans le même environnement, de se conformer au même modèle. Contraction de Mike Bartlett, c'est une pièce de théâtre sur le contrôle par l'entreprise de ses salariés. Dans cette société, les moindres aspects de leur vie privée sont sous surveillance et c'est l'individu lui-même, ses sentiments, sa vie, qui se trouve de la sorte régulée par elle. C'est ce que l'on découvre en suivant la confrontation d'une salariée, Emma, et de sa manager. Confrontation qui conduira l'intéressée à renoncer à la relation qu'elle a entamée avec l'un de ses collègues et à se séparer du père de l'enfant qu'elle porte. Pourquoi ? Parce qu'elle est contraire, cette relation, à une clause du règlement intérieur manifestement retranscrite dans son contrat de travail. Page 3, paragraphe 5. Aucun employé, chef de service ou directeur de l'entreprise ne doit s'engager avec aucun autre employé, chef de service ou directeur de l'entreprise dans aucune relation, activité ou acte qui soit entièrement, partiellement ou principalement de nature qui puisse être qualifiée de sexuelle ou d'amoureuse sans informer au préalable l'entreprise de la dite relation, activité ou du dit acte. La finalité en est explicitée par la manager elle-même. Il s'agit de protéger la salariée contre toute conduite injuste ou discriminatoire et ainsi de parer à tout favoritisme, comme un affront à l'article L1121-1 du Code du travail, voire au droit du travail dans toute sa rationalité. Mais la menace est là. Si la situation reste telle qu'elle, nous allons vous licencier tous les deux pour faute professionnelle et mauvaise conduite. Ce qui veut dire concrètement que vous n'aurez pas de référence, des dossiers entachés tous les deux, et vous aurez par conséquent beaucoup de mal à retrouver un emploi, vu la situation de nos jours. Ce théâtre-là, c'est celui de la déshumanisation du travail, ou de la déshumanisation au travail, avec ses dégâts collatéraux. Emma se séparera de Darren, son compagnon, lequel sera néanmoins muté à Kiev. Elle perdra son enfant. Souhaitant démissionner alors que l'entreprise n'entend pas se séparer d'elle, elle sera menacée d'une action judiciaire à son encontre. Tout cela finira chez un médecin ou un psychanalyste, par un retour à la normale pour la manager. Corinne était un modèle pour Claire, l'incarnation d'une femme qui mène de front et avec succès sa vie professionnelle et personnelle. Celle qu'elle souhaitait être 10 ans plus tard. Un lien particulier les unissait, Claire était protégée. Jusqu'au jour où Corinne lui a demandé de la remplacer pour présenter un projet lors d'une assemblée générale en présence des dirigeants de la société. Seulement, Corinne est arrivée juste à temps pour entendre Claire recevoir les éloges du numéro 2 de la société. Pour Corinne, c'est le jour de disgrâce de Claire. Pour Claire, c'est son jour de chance. Dans la nuit, le regard fixe, résigné de Corinne lui revient, la frappe. Elle prend un comprimé pour dormir. Elle doit être en forme le lendemain. Corinne lui confie un nouveau projet, un nouveau défi. Elle se tient à distance, mais balaye les doutes de Claire, oriente le discours qu'elle doit adopter face aux dirigeants, la somme d'être plus positive. Elle manœuvre de loin. Claire s'exécute, elle lui fait confiance. Dans le même temps, elle doit retirer un projet, son projet, confié à une nouvelle protégée. Personne n'est irremplaçable. Puis c'est l'évitement, le silence. Jusqu'à la réunion du comité de direction devant lequel Corinne remet en cause le travail de Claire. Son nouveau projet est ajourné. Claire est piégée. Des semaines sans nouveau dossier. On lui confie un projet en sommeil qui reste au point mort. Elle a perdu le soutien de sa hiérarchie. Le comportement de Corinne est imperceptible pour qui ne le subit pas. Claire a un projet à mener, une équipe pour l'épauler, un salaire confortable, aucun conflit ouvert. Non, le comportement de Corinne n'est pas perceptible, et d'autant plus destructeur. Elle attend, fait face au silence, actualise sans cesse sa messagerie qui reste vide. Personne n'attend rien d'elle. Elle perd pied dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Elle sombre, elle est angoissée, elle maigrit, elle se transforme. Elle s'efforce de maintenir les apparences sauves,
Beaucoup de travail, pas eu le temps de voir le temps qu'il fait. Et pourtant, elle passe des heures à observer le ciel, à attendre que les nuages éclatent, à observer la course des gouttes sur la vitre des fenêtres. Elle attend, elle contourne, elle se cache. Ce qui n'est pas vu n'a pas d'existence. Elle attend. Elle attend jusqu'à subir une ultime humiliation. Pendant un week-end, son bureau a été réduit. De 23 mètres carrés, il est passé à 16 mètres carrés. Michel Vinaver a maintes fois représenté l'entreprise, dépeint les organisations du travail, les relations du travail. L'une de ses pièces les plus fameuses demeure, de ce point de vue, La demande d'emploi, publiée en 1973. À travers les attitudes et les paroles de Vallas, le directeur du recrutement des cadres, c'est un florilège de ces questions que la loi du 31 décembre 1992, s'inspirant du rapport de Gérard Liancan, mais aussi de la jurisprudence, avait cherché à encadrer. Questions ineptes, embarrassantes et surtout non pertinentes, déstabilisantes parce que déplacées, sans lien direct et nécessaire avec l'emploi ou avec l'évaluation des compétences. Valine, lui, ne connaît guère le sens des limites. Alors il questionne, à mesure que les questions lui viennent. Vous arrive-t-il de vous dégoûter de votre personne? Quand avez-vous été lâche avec l'un de vos collaborateurs, lâche avec votre femme, lâche avec votre fille? Quand vous savez que vous avez trahi une certaine idée de vous-même? Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Quand vous étiez enfant, aviez-vous déjà cette habitude de mastiquer? Avez-vous du mal à vous contrôler? Souhaitez-vous que j'ouvre un peu la fenêtre? Êtes-vous avec les femmes dans l'intimité acharnée après la performance? Manquez-vous de patience quelquefois, de discernement? Vous souciez-vous de leur plaisir? Vous repliez-vous sur vous-même après le plaisir? Dans quelle chose prenez-vous le plus de plaisir? Jusqu'où porte le désir? Quel est votre plus fort désir? Du recrutement, il est également question sur un autre registre, dans la pièce de théâtre publiée par Léonore Confineau sous le titre « Building ». À l'étage où se situe la direction des ressources humaines, avec l'entretien surréaliste que la responsable recrutement fait subir à un candidat avant de lui demander de signer et même d'exiger de lui qu'il signe un document stipulant qu'elle n'a pas eu d'attitude déplacée à son égard, histoire, semble-t-il, de se prémunir contre le risque de harcèlement moral. Donnez-moi 6 mots. Le candidat s'exécute. Table, vélo, papier, pilule, chaise, radiateur. Immédiatement tombe la fine analyse de la responsable recrutement. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe, ce qui revient à dire aucune action, des objets léthargiques plantés là dans votre imaginaire, hormis le vélo peut-être qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement, un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50. Cet entretien tournera mal, mais à vrai dire, tout tourne mal dans ce building où est implantée la société Consulting Conseil et dont on visite chacun des 13 étages, du rez-de-chaussée au service communication, en passant par le bureau du responsable marketing, le service comptabilité, la cantine, la salle de coaching, sans oublier le parking, où l'on retrouve une hôtesse nouvellement recrutée et la chef hôtesse qui annonce à celle-ci « Ici, tu te nommeras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage. » Autant d'étages pour dépeindre une entreprise où les humains sont réifiés, réduits à l'état de ressources humaines, au sens de matière première, cependant que règne un discours où se célèbre le management. Et comme à la Concorde, dans cette pièce, des oiseaux viennent se fracasser à chaque étage contre les fenêtres. Un premier, un second, un troisième, toujours plus à mesure que l'on se hisse dans les hauteurs du building. En déroulant ces récits, en entraînant le lecteur dans ces régions d'expérience du travail, la littérature, cette littérature-là, n'offre-t-elle pas une représentation du droit du travail? Dans Potentiel du sinistre, le premier roman de Thomas Coppet, il est question de Chanard, jeune cadre, ingénieur financier, qui se voit proposer un poste en or parce qu'il a du potentiel, beaucoup de potentiel. Ses fonctions au sein du groupe seront d'analyser l'information financière, économique et géopolitique susceptibles d'impacter les marchés. Le groupe affiche 3 principes directeurs censés inspirer les décisions, les actions, les objectifs mis en œuvre en son sein. Les clients, l'honneur, la réputation. Chanard se reconnaît pleinement dans les valeurs du groupe. Rapidement, il va scier d'amitié avec Vautier, lequel va lui faire partager ses connaissances sans rien attendre en retour. Celui-ci applique le code de conduite et peut-être ses propres principes. Chanard connaît une évolution fulgurante. De talent potentiel, il est propulsé au rang de talent. Pris dans cette dynamique, il cherche la bonne et grande idée inédite. C'est ainsi qu'il conçoit un projet,
une sorte de machine à subprime consistant à miser sur les catastrophes naturelles. Il devient alors manager. Shannar ne lâche rien, il s'obstine, il persévère en quête de rendement. Jusqu'au moment où les directeurs lui annoncent que des changements sont à envisager au sein de l'équipe et lui font transmettre une note expliquant en peu de mots que le remaniement va consister à séparer 10% de l'effectif primaire de l'équipe, ce qui signifie 0,5 personnes pour une équipe de 5. Autrement dit, une personne. Qui ? Il s'affole en imaginant qu'il va devoir désigner la victime de la restructuration. Il estime n'être ni un coupeur de tête, ni un cost killer, et se refuse de mettre quiconque à la porte. Cette restructuration, estime-t-il, est injustifiée, et l'équipe en subira forcément les conséquences puisque la charge de travail abandonnée sera redistribuée aux employés restants, comme toujours dans ces cas-là. Au final, Shannar n'aura pas le choix. C'est Vautier, son ami, qui devra être congédié, en considération de son manque d'entrain. C'est en réalité le sort de Shannar qui bascule à ce moment-là. Au signe de relâchement succède une baisse des résultats. Les valeurs du groupe, client, réputation, travail d'équipe, lui deviennent peu à peu étrangères. Inexorablement, Shannar décroche. Il sombre, il s'enfonce. Il apparaît comme sinistré par une normativité à laquelle il a cédé, mais qui a eu finalement raison de lui. Cette normativité n'est pas juridique. Si le droit du travail fait ici discrètement son apparition, c'est dans le viseur de l'employeur, sous la forme d'un risque à conjurer. L'entreprise serait-elle devenue un espace déshumanisé ? Telle est la représentation que nous semble en tout cas en donner, avec une forte touche de dérision, Dancing, la pièce de Natacha de Pontcharrat, qui se déroule intégralement dans les sanitaires de l'entreprise. C'est là, en effet, qu'une embauche se décide, là que les dialogues se nouent, que s'étalent les intimités, que les langues se dénouent, que les violences et les pulsions surgissent. Là que les 5 personnages, traînant leur micro-tragédie, cherchent leur envol, décompressent. Là encore qu'ils se dévoilent, qu'ils se livrent sans détour, et le cas échéant sans égard pour le droit du travail. Lorsque l'un des responsables découvre au détour d'un test de grossesse qu'il a d'abord pris pour un stylo, que l'une de ses salariées est enceinte, consigne est donnée de s'en séparer, de la pousser à partir. Protocole habituel. Dans un premier temps, tu me la passes en régime de nuit, tu lui doses des horaires de cheval, tu la fais courir d'un bureau à l'autre, tu entretiens des rapports bien toxiques, mise en quarantaine, culpabilité, et avec un peu de chance, on décroche l'affaire, elle nous couche sa démission sans indemnité. Un autre salarié tout juste embauché confirme, il ne faut pas s'encombrer de pots cassés. Cette pièce s'inspirait d'un fait réel. Un patron avait surpris l'un de ses salariés dansant dans les sanitaires de l'entreprise et il l'obligea à danser jusqu'à la fermeture des bureaux. L'épisode tourna au drame. L'homme, qui s'exerçait pour un concours de danse, mourut d'une crise cardiaque. On ne s'étonnera point dès lors que dans cette pièce, le droit du travail apparaisse non pas oublié, mais nié, qui plus est délibérément. N'y aurait-il pas là une façon d'en signifier l'indéfectivité, sinon même l'impuissance ? Du contexte de la crise, il est évidemment beaucoup question dans les romans ou autres textes littéraires récents sur le travail. Et ce contexte semble bien participer à la mise à l'épreuve du droit du travail lui-même, fût-il rapporté à son symbole aux yeux des non-juristes, le Code du travail. Un symbole qui semble avoir perdu de sa force. Voilà ce que dépeint le roman de Nicolas Mathieu, dont nous avons déjà parlé, Aux animaux la guerre. Lorsqu'il s'agit de faire écho au discours ambiant, c'est bien une forme de désenchantement qui s'exprime. Depuis quelque temps, le boulot devenait vraiment compliqué, la crise justifiait tout. Préfet, juge, patron, même les représentants des personnels, tous étaient d'accord. Le travail était devenu une denrée trop rare pour qu'on fasse la fine bouche. À force, les salariés aussi avaient fini par s'en convaincre. Et le Code du travail faisait désormais moins figure de rempart que de boulet, un caillou dans la godasse des forces productives. Tout le monde semblait du même avis, il fallait lâcher du mot, faire avec. Les Allemands montraient la voie, serraient la ceinture, eux. Et puis les Chinois, par centaines de millions, qui s'accomplissaient en taux de croissance mirobolant et sans se plaindre que pas de congés, pas de primes, pas de pauses, pas d'heures sup. À travers la figure de son code, le droit du travail apparaît comme sapé dans ses fondements, devenu incapable d'assumer ses fonctions, notamment la protection, a fortiori l'émancipation des travailleurs et la régulation de la concurrence entre les entreprises. Ce n'est plus l'ambivalence de ce droit que traduit cet extrait du récit, mais une impuissance face à une
réalité économique mondialisée qui semble avoir eu raison de lui. À l'épreuve d'un fatalisme devenu prégnant, et pourrait-on dire d'une perte de croyance chez les salariés, un singulier consensus se serait installé, comme pour reconnaître que le droit du travail ne peut plus grand-chose. Notre code du travail brûle-t-il? Oh, certes pas au sens qui fut naguère conféré à cette formule. Ce sont plutôt les entreprises et les emplois qui prennent feu. Parfois au sens propre, comme le rappelle Déo, le roman Enquête de François Bon. Comme l'écrivit Charles Torgman au moment où il créa, à Nancy, ce spectacle, il y a une dizaine d'années, c'est notre communauté, Déo, c'est notre communauté mise à l'épreuve d'un drame contemporain qu'on ne peut traverser indemne. Ce drame, c'était celui de la fermeture brutale entre septembre 2002 et janvier 2003 de 3 usines du groupe coréen. 3 usines implantées grâce à d'importantes subventions publiques dans la vallée de la Fench, mais dont la rentabilité fut jugée insuffisante. Cette délocalisation s'accompagna de l'incendie, on s'en souvient, de l'un des établissements, en l'occurrence celui situé à Mont-Saint-Martin. S'ensuivit la grande farce des formations et reclassements, tandis que s'élevait une interrogation parmi tant d'autres. La loi, c'est une frontière. On pousse et ils poussent. Cela étant, eux, ils y étaient vraiment, dans la légalité. C'est encore de la Lorraine, de la vallée de la Fench plus précisément, qu'il est question dans le roman d'Isabelle Stib, publié au mois d'août 2015, Les Maîtres du Printemps. Ce roman raconte l'histoire d'un combat pour sauver le dernier haut fourneau d'une ville située en Lorraine, Aublange, ville fictive, certes, mais chacun devine derrière ce nom celui d'une autre ville, Florange. Il est question ici de ces salariés qui se battent pour travailler. Les parents, quand ils faisaient la grève, c'était pour des augmentations de salaire. Les fils, aujourd'hui, ils font grève pour continuer à travailler. Chacun sent bien qu'ils sont au cœur de la contradiction. Le travail à l'usine est toujours vécu comme une aliénation. Or, ce travail, c'est ce qui les rend dignes. C'en sera bientôt fini de ce haut fourneau, de cette chaleur, de la vie qui surgit. Tout cela va s'arrêter, se répètent les Hauts-Blanches. Tout cela va s'arrêter. L'hébétude cède la place à la rage. Des mois qu'ils travaillent à mi-temps depuis que l'avant-dernier fourneau a été arrêté. Chaque geste, chaque projet d'avenir, chaque pensée oblitérée par l'angoisse du lendemain, du flou. Ils viennent pour quelques heures, surveillent l'usine, font vaguement de la maintenance, à quoi bon? Quand une pièce est cassée, personne ne leur demande plus de la remplacer. De toute façon, les magasins d'usine sont vides, plus de stock de pièces détachées. Alors maintenant, quel avenir? Désorientés, désappointés, ces salariés se croyaient préservés, protégés du risque de la perte d'emploi. Leur vie s'était construite autour de leur travail, grâce à leur travail. Ils n'imaginaient pas que tout puisse si rapidement s'embraser pour eux, s'éteindre. Tout, c'est-à-dire leur passé, leur présent et leur avenir. Ils ne comprennent toujours pas. Ils avaient signé pour un emploi qui leur permettait d'accéder à la permanence. Le haut fourneau avait la solidité des choses qui durent. Consistance. Durabilité. Résistance. L'acier représentait une tradition autant qu'une fierté. Qu'en reste-t-il? Leur ancienne vie a fondu comme le métal qu'ils s'employaient à couler. Dehors, le ciel est gris. Ce n'est pas un haut fourneau qu'on arrête. C'est le dernier fourneau lorrain. C'est la lumière qu'on éteint.
Isabelle Stib met en scène 3 hommes, aux origines différentes, réunis autour d'un même projet, d'un même combat. Un sculpteur, Max, un métallurgiste, Pierre, un député devenu ministre avec l'envie d'en découdre, parce que conscient de ce que le dossier d'eau blanche peut faire sa gloire comme sa perte. Là non plus, le lecteur n'a pas de mal à identifier les personnages réels qui inspirent les 2 derniers que je viens de mentionner. Isabelle Stib raconte, à travers cette mise à mort annoncée, les chocs, les combats, les espoirs des différents acteurs, de ceux que l'on voit et de ceux qui se tiennent derrière. Le droit du travail n'est jamais loin, notamment sous le visage de la pénible fabrique de la loi Florange et de la recherche d'un repreneur. C'est une rage qu'exprime Pierre, le métallurgiste. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Cette désindustrialisation, ils nous ont tués à petit feu. Longwy, Pompée, Ucange, Gandrange. Je les entends, les experts, qui venaient nous expliquer doctement, mais surtout froidement, le poids des charges, les faibles marges, la rigidité du code du travail. Voilà où on en est. Massacrés. Sucés jusqu'au sang. Par qui? Par des industriels? Non. Les maîtres de forge d'hier ont été remplacés par des vampires assoiffés de rentabilité. Ils ont pompé notre savoir-faire, nos ressources. Ils nous laissent maintenant sur le carreau, sacrifiés sur l'autel de la finance. Ce n'est pas une politique industrielle qu'ils mènent, c'est la logique du profit. Plus, toujours plus. Et il faudrait dire amen à ça? Ne pas se résigner, défendre son travail, son désir de travail et son attachement au travail. Le droit du travail n'aurait-il pas aussi pour finalité de protéger le travail? Revenons à Louis, l'ouvrier mouleur du roman Après le silence, ce père qui s'exprime d'outre-tombe à travers la voix de son fils. Pour le patron, dit-il, c'est normal, l'ouvrier travaille, les pièces avancent, les commandes sont honorées. Mais la fatigue, faut des règles, faut transformer nos journées, transformer le travail. Louis devint délégué syndical en 1968, une année charnière en France pour le droit syndical. Il en fit rapidement les frais. Licencié. Faute professionnelle, propagande, manque de respect, incitation insidieuse. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Pourtant, j'en suis sûr, l'ouvrier a des droits. Un rapport de force s'instaura entre la direction et le personnel, et l'employeur céda. Louis fut réintégré avec les 3 autres ouvriers congédiés. Une victoire du droit? Pas exactement. Plutôt celle de la solidarité des ouvriers face à ce qui était vécu comme une injustice. Et puis, il y a eu 6 ans plus tard, ce 16 juillet 1974, l'accident. Le pont roulant qui avance difficilement, chargé d'un moule presque achevé, le crochet qui cède, le sang qui s'étend sur le sol. Je meurs écrasé, tout côté le flanc gauche, vers le cœur, broyé, tout à l'intérieur. Il n'y a plus de règles, plus aucun ordre, plus personne ne travaille, on se masse autour de l'accident, les ouvriers, les bureaux, les patrons, il y a du sang, il y a la mort. Viendra le temps du procès, celui de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, parce que la charge supportée par le crochet était excessive, parce que le contrôle n'était que superficiel, etc. L'heure du soulagement? Le temps de la reconstruction? Nullement. À ce stade du roman, la voix du fils a fini par s'immiscer dans celle du père. Un père que celui-ci vient à désigner comme coupable de son propre destin. Elle est là ta faille. T'as pas su prévoir? T'as rien fait contre la mort libérale, la victoire des patrons. Le moule a eu raison de toi, lui dit-il. Ce fils-là n'a pas le même rapport au travail que son père, mais ce sont aussi leurs attentes, y compris quant au droit, qui divergent. Lui, c'est certain, il ne semble plus guère avoir d'illusions. Dans l'univers sombre du roman Aux animaux la guerre, le droit du travail est dépeint comme une lueur, une espérance par le truchement de Martel, ce syndicaliste un peu malgré lui, qui s'était retrouvé embringué dans ses histoires d'élections professionnelles. Lui revient le souvenir de sa première réunion au comité d'entreprise. La séance à peine ouverte, le vieux Cunin était parti bille en tête, rouspétant tout ce qu'il savait, parce qu'il estimait que la DRH n'était pas compétente pour présider le CE. Il leur fallait le directeur général, personne d'autre. Et puisque c'était comme ça, la séance avait été suspendue. Martel se rappelle avoir été par ailleurs sidéré de voir les autres la ramener de cette manière, des bonhommes qui payaient pas de mine pourtant, qui râlaient bien un peu dans les ateliers, mais comme tout le monde, sans plus. Et puis, il y avait ce vocabulaire méconnu, juridique. Le ton vindicatif aussi, frilant l'irrespect, et puis la bataille de position, le théâtre. Aux yeux de Martel,
L'usine, c'était comme le reste, beaucoup d'efforts et pas grand-chose pour inverser le cours des choses. Et là, au beau milieu du reste, ce point de fixation, cet espace où la guerre était possible, sans doute pas à armes égales, mais où des résistances s'organisaient, où les patrons se sentaient menacés, prenaient des soufflantes à leur tour. Et cette chose, toute nouvelle, abstraite et brutale, d'une force inimaginable, c'était le droit. Il suffisait d'en connaître un bout, et les volontés adverses se brisaient net. Le droit du travail comme lieu d'un conflit. Les textes du Code du travail comme arme au sein d'un rapport de force. Voilà ce que Martel avait découvert. Avec 2 articles du Code du travail, on érigeait des murs. On emmerdait le monde. C'était magnifique. Cette littérature du travail est-elle, aux yeux du juriste, une littérature du désespoir? Tout dépend au fond de la lecture qu'on en fait. Oh, bien sûr, les auteurs de ces romans et de ces pièces ne cherchent pas à défendre une vision du travail, ni même du droit du travail. Telle n'est pas leur optique. Mais, à leur manière, ils nous permettent de la façonner. C'est que la littérature renferme non pas des vérités, mais un savoir irremplaçable, circonstancié, non résumable sur la nature humaine. Un savoir des singularités. En déconcertant, en déroutant, en dérangeant, en dépaysant, en faisant appel aux émotions comme à l'empathie, en s'immisçant dans ces régions de l'expérience que tentent à négliger les autres discours, elle agit. Sur un mode qui lui est propre, comme une invitation à un voyage au bout des expériences singulières. Ici, le monde du travail. De cette littérature, le droit du travail serait-il absent? À notre avis, c'est tout le contraire. Ce que perçoit le juriste du travail par la lecture de ses romans et de ses pièces, c'est un indéniable besoin de droit du travail. Une attente, celle d'un droit du travail qui joue son rôle, qui préserve son identité. Sans se dissoudre dans une forme d'autorégulation, sans céder face à une normativité alternative. D'un droit du travail qui assume ses fonctions, qui affirme ses valeurs et pourquoi pas ses principes essentiels. À travers cette littérature, ce qui s'exprime, c'est un besoin de justice au travail. Et ce que l'on entend, c'est un appel au droit du travail.